Bonsoir à tous, bienvenue. Je sais qu'il y a un certain nombre de médecine nucléaire qui sont fait le trajet de Saclay jusqu'ici par RER direct, mais non. J'en profite pour vous indiquer que traditionnellement, donc, le 10 avril et la session d'octobre également, sont réservées, les réunions après sont réservées aux présentations de mémoire, de travail en cours des DES de médecine nucléaire. Donc pour le 10 avril, c'est-à-dire dans un mois, il y a la place pour 6 intervenants, 6 internes, pas forcément parisiens. Si vous n'êtes pas parisien, on peut prendre en charge votre déplacement, bien évidemment. Si vous voulez par exemple répéter dans un environnement bienveillant mais au moins critique constructif, vous pouvez venir. Donc il y a déjà deux internes qui ont déjà affiché leur intervention pour le 10 avril. Il reste de la place pour 4 intervenants pour que vous ayez assez de temps pour présenter. Voilà. Ceux qui sont candidats peuvent m'envoyer un mail. Je suis Frédéric Alchin et je suis coordinateur avec Jules Zangui, qui est secrétaire de la Pramel. Nous sommes coordinateurs de section dédiée aux internes, donc qui sont calandés en fin de stage, puisque vous changez de lieu, c'est la réunion d'avril. Si même il y en a certains qui sont déjà partants parce qu'ils ont un travail qu'ils aimeraient soumettre, vous pouvez le voir en fin de réunion. Je vous rappelle que la réunion de mai est la réunion coordonnée synchronisée avec les radiopharmaciens, qui sera dédiée à un sujet d'actualité, qui est le mutation 177 dans tous ces états. Et enfin, vous savez que la réunion traditionnelle du 27 juin, comme toutes les réunions de juin depuis 9 ans, est une réunion commune avec la Société d'imagerie musculo-squelettique et la filiale d'imagerie MSK de la Société française de radio, et qui est consacrée à la présentation des juniors sur des dossiers d'imagerie multimodalité MSK, directement à parité entre DES et chefs de radio et de médecine nucléaire. Donc là encore, si vous êtes volontaire pour présenter un dossier dont vous avez la soluce et dont l'imagerie est complète, est exhaustive et de très haute qualité, c'est possible avec un APA, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc ça me fait très plaisir d'accueillir nos collègues hématologues de cette réunion onco-hémato ce soir, dans des conditions un peu difficiles logistiques en raison de certains bouleversements dans l'acquisition chez les militaires au bateau Grâce en face. Merci à Jean-Claire d'avoir su réagir très vite et nous mettre à disposition cet amphithéâtre, ce qui évite en fait les dérangements et les pertes de temps inutiles. Donc cette réunion est consacrée pour moitié au lymphome, pour moitié aux actualités dans le myélome, le diagnostic, plan d'extension, pronostic et réponse au traitement. Et initialement, il était prévu dans ce programme une communication sur les pathologies chroniques de la moelle de type myélofibrose chronique, mais ça peut des pièces rapportées et ça fait trop long. Donc on aura une réunion pathologie chronique de la moelle qui sera probablement calandée pour septembre. Il y a également des nouveaux traceurs, des nouvelles indications, des nouvelles évolutions physiopathes et thérapeutiques. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole au professeur Olivier Casanovas du d'hémato du CHU de Dijon. Je vous présente Olivier Casanovas, qui est hématologue à Dijon, qui est le chef de l'unité de pathologie lymphoïde. Et donc, Olivier Casanovas, c'est un hématologue qui fait de la médecine nucléaire. On peut dire que depuis des années, il est investi dans le PET et dans l'intérim PET. Et il a monté un certain nombre d'essais guidés, de stratégies guidées sur le PET, en particulier dans le Hodgkin et dans le lymphome diffus à grande cellule. Et très récemment, il s'est beaucoup intéressé avec nous au volume métabolique, et donc c'est probablement l'hématologue actuellement qui a la plus grande expérience dans ce domaine. En France, et peut-être sur le plan international, c'est un de ceux qui sont les plus connus. Voilà. Michel, merci.
Merci à tous de m'avoir invité. Donc je vais essayer de rapidement essayer de vous montrer ce qu'on utilise en termes d'imagerie métabolique pour guider le traitement dans les lymphomes. Donc je vais essentiellement concentrer mon propos sur deux pathologies qui sont le lymphome diffus à grande cellule B et le Hodgkin, où finalement c'est dans ces deux pathologies qu'on a le plus d'expérience et où finalement on va avoir... Non, ça ne marche pas. Ça marchait. Donc c'est les deux pathologies où on a le plus d'expérience et où finalement maintenant on va avoir une utilisation finalement dans la routine, et nous on l'utilise en routine dans ces deux pathologies. Donc vous allez voir sur la base de quel type de résultat. Bon alors pourquoi on utilise la TEP dans les lymphomes et dans les lymphomes curables, hein, parce que dans les lymphomes il y a plusieurs quand même, catégories de lymphomes. Il y a des maladies qui sont indolentes, qui sont le plus souvent considérées comme étant incurables. Les choses soient certainement en train de changer. Il y a deux lymphomes curables, c'est le Hodgkin et le diffus à grande cellule. Alors pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un bon bilan d'extension de la maladie, et c'est des maladies qui sont à vie pour le FDG comme vous le savez, et donc ça a permis de révolutionner le bilan d'extension et la stratification aussi des patients pour la thérapeutique. On a besoin d'avoir des facteurs pronostiques, et on va voir que ça a une valeur pronostique, et la TEP intérimaire a une valeur pronostique très importante, et qui va surpasser à peu près tous les autres facteurs pronostiques, y compris biologiques. Et également, on a besoin d'évaluer nos traitements et d'essayer d'optimiser les traitements. Ça. Ouais, c'est bien, ça marche. Allez, pour essayer d'augmenter la curabilité des patients d'une part, réduire la toxicité des traitements et arriver à optimiser la balance entre le risque de surtraitement et de sous-traitement. Donc la TEP peut faire tout ça, et donc je vais essayer de vous montrer comment c'est possible, et donc l'impact de la réponse intérimaire. Alors, ça a été théorisé déjà il y a un certain nombre d'années, en 2008, hein, donc il y a 10 ans, par Yvette Cassamone. Et donc l'intérim PET, c'est quoi? C'est une façon d'essayer d'analyser pour les TEP qui sont faites de manière précoce après 1 à 2 cycles la chimiosensibilité. Et donc on évalue finalement le métabolisme des cellules qui ont l'index de prolifération le plus élevé, et à ce stade-là, on n'a pas besoin forcément d'avoir une TEP qui est négative. On verra qu'on l'utilise par exemple dans le diffus à grande cellule, puisqu'on va utiliser une réduction de SUV qui n'est pas une réponse complète selon des critères visuels. Je vais y arriver. Si on regarde la TEP après 3 ou 4 cycles, on est dans une situation un tout petit peu différente. Le traitement a été poursuivi, et donc là on va être capable d'identifier les maladies qui vont repousser. On en a un certain nombre dans les études, c'est-à-dire des patients qui vont être par exemple négatifs à 2 cycles et qui vont être de nouveau positifs au 4e cycle, et ça va permettre aussi d'évaluer les patients qui sont longs répondeurs, qui sont de pronostics plus défavorables. Alors donc adapter le traitement selon la réponse intérimaire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va essayer de désescalader le traitement des patients qui sont chimiosensibles et qui ont une TEP intérimaire négative pour limiter la toxicité à long terme avec un contrôle tumoral qui soit optimal. A l'inverse, escalader le traitement des patients répondeurs lents, donc ceux qui ont une TEP intérimaire positive, c'est essayer de réverser le pronostic péjoratif des TEP positives après 2 ou 4 cycles. Alors on va prendre le premier exemple, c'est le lymphome de Hodgkin. Alors la lymphome de Hodgkin, on a démontré depuis maintenant plus de 10 ans que la TEP à 2 cycles, réalisée donc après le 2e cycle, et c'est les patients qui étaient traités par ABVD, permet de stratifier les patients et d'identifier un groupe de patients, ça va trop vite là pour le coup, d'identifier des patients qui ont un mauvais pronostic avec une TEP à 2 cycles. Alors ça c'est les premiers résultats de l'étude d'André Galemini.
à la différence des patients qui sont négatifs, c'est-à-dire dont l'hypermétabolisme tumoral a disparu, en l'occurrence les critères qui avaient été utilisés dans cette étude sont des critères qui étaient du homemade, et on ne peut pas dire que ça soit complètement reproductible. C'est d'autant moins reproductible qu'on s'est aperçu que finalement la valeur prédictive positive de la TEP n'était pas aussi intéressante qu'on a bien voulu le dire au départ. Et vous voyez que donc, dans ces deux études qui utilisent les critères de Deauville, donc une étude internationale avec nos collègues italiens et puis une étude locale à Dijon, on voit que finalement, dans le Hodgkin, quand on utilise le foie comme organe de référence, donc un score de Deauville 4-5 pour indiquer la positivité, vous voyez qu'on a des valeurs prédictives positives qui sont plutôt de l'ordre de 50-55%, c'est-à-dire qu'on a une chance sur deux de se tromper en termes de pronostic, et une valeur prédictive négative qui est bonne, qui reste bonne, qui est de l'ordre de 80-90%. Alors, bien évidemment, à partir de ces résultats, on a transformé ces résultats qui étaient du pronostic à une phase active, c'est-à-dire qu'on utilise ces critères et on utilise la TEP intérimaire pour essayer de modifier le traitement et de modifier le devenir des patients. Alors, on peut poser un certain nombre de questions, et donc dans lymphome de Hodgkin localisé, une des questions, c'est de se dire, est-ce qu'on peut se passer de la radiothérapie? Alors ça, c'est une étude qui a été menée en intergroupe avec le RTC, le FIL et le LISA, donc le groupe italien et le LISA. Et donc, c'est des patients qui ont une maladie localisée, et ils ont des critères soit favorables, soit défavorables, et donc ils ont des critères anciens en fonction de la taille du médiastin, du nombre d'aires ganglionnaires, des signes inflammatoires et de l'âge. Et donc, selon la stratification initiale, on a testé deux choses. On a testé une stratégie TEP guidée qui va s'intéresser d'une part aux patients qui sont TEP2 négatifs et ceux qui sont TEP2 positifs, et qu'on va comparer à un bras standard qui comporte une chimiothérapie et une irradiation. Donc la question, c'est peut-on se passer de la radiothérapie? Et bien sûr, l'idée, c'est d'essayer de se passer de la radiothérapie chez les patients qui sont TEP2 négatifs, puisque censés être de meilleurs pronostics. Donc, vous voyez que selon le type de stratification, donc la gravité, les favorables et les défavorables, le taux de TEP négatif n'est pas exactement le même. Et donc, quand on a une maladie défavorable, bien sûr, on a un taux de TEP négatif inférieur. Alors, dans cette étude, les critères, c'était les critères de Jouail, donc c'était globalement le médiastin, ou l'environnement en fonction de la taille de la masse résiduelle, ce qui donnait en plus de la faible intensité, le niveau de SUV faible du médiastin, un autre niveau d'incertitude qui était lié à la mesure de la masse résiduelle. Bon, donc tout ça, c'est des critères qui ont été abandonnés, mais c'est pas grave. L'étude a été bâtie comme ça, et à l'époque, on avait que ça comme critère standardisé. Donc, peut-on se passer de la radiothérapie? Vous voyez qu'en fonction du groupe, la réponse n'est pas tout à fait univoque. C'est-à-dire que chez les patients défavorables, les patients qui ont une irradiation, les patients favorables ont une irradiation et ont un meilleur pronostic, il y a moins d'événements de PFS, et vous avez une différence qui est de l'ordre de 12% à 5 ans, donc ce n'est pas complètement innocent. Et pour les groupes défavorables, on n'a pas l'impression que d'utiliser la radiothérapie apporte quelque chose, et en tout cas, on fait la même chose avec 6 cycles d'ABVD versus 4 ABVD plus irradiation. Alors, d'autres études ont fait la même chose. Pour ne pas rester franco-français, on va parler simplement de rapide. Donc, c'est les Anglais, donc ils font les choses bien sûr forcément différemment de tout le monde. Donc, ils ont une stratification qui leur est propre. Donc là, c'était des malades qui avaient une maladie favorable, des stades 1-2 sous-diaphragmatiques sans maladie volumineuse. Et donc, ils ont inclus des patients qui étaient des patients globalement jeunes, une majorité de stade 1, une minorité de stade 1, un tiers de stade 1. Et donc, les patients recevaient 3 cycles d'ABVD. Les patients qui étaient TEP positifs recevaient un traitement classique avec une cure d'ABVD supplémentaire, une irradiation. Les patients négatifs, donc là, c'était des critères de Deauville et ils utilisaient le score 1-2 pour considérer que la TEP était négative. Ils étaient randomisés entre soit une irradiation, soit pas de traitement, et simplement une surveillance. Et donc, vous voyez que là aussi, on a une différence qui est relativement faible. Et donc, vous voyez que dans ce groupe de patients, la différence est de 4% en termes de PFS.
Quand on regarde, quand tous les critères d'inclusion étaient remplis, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence au bénéfice de la radiothérapie. En termes de survie, il n'y avait pas de différence, et dans cette étude, on avait 25% de patients qui étaient positifs. Donc, la conclusion de Radford et de ses collègues était que finalement, si on avait des patients qui souhaitaient faire une chimiothérapie exclusive, ben, c'était possible, et que le risque que l'on prenait en ne faisant pas de radiothérapie, finalement, était limité. Et donc, étant donné qu'il n'y avait pas de différence en survie, les patients qui rechutaient malgré l'absence de radiothérapie étaient rattrapés, et donc finalement ne portaient pas préjudice qu'à une minorité de patients. Toujours dans la même étude, H10, on s'est intéressé au TET2 positif, et donc toujours avec un pas contrôle, où on fait un traitement qui est tout à fait standard, quel que soit le groupe, favorable ou défavorable. Et donc, la question était de dire, est-ce qu'on doit intensifier le traitement des patients qui sont TET2 positifs? Eh bien, on introduit une chimiothérapie qui est beaucoup plus intensive, le BICOP escaladé, et on suit une irradiation. Donc vous voyez que la réponse concernant l'intérêt d'intensifier le traitement, c'est en termes de PFS, c'est oui, c'est-à-dire qu'on a un meilleur contrôle de la maladie à partir du moment où, après 2 cycles, quand on a une tête positive, on fait du BICOP, et donc on a une meilleure PFS. On n'a pas statistiquement une meilleure survie globale, cependant, il y a une tendance, et LP, vous voyez, est à 0,62, en sachant qu'on a déjà un suivi. Donc, ce type d'attitude, on peut considérer que ça devient finalement un traitement standard chez les patients qui sont TET2 positifs. Et donc, c'est une attitude que la majorité des centres, maintenant, ont implémentée dans leur pratique quotidienne. Alors on va passer aux maladies disséminées dans le Hodgkin. Donc là la question est un tout petit peu différente. Dans ces maladies-là, on a donc 2 schémas de chimiothérapie qui sont à peu près les traitements de référence pour la majorité des pays. Et donc on a des tenants de l'ABVD, qui est une chimiothérapie qui avait été décrite par Bonadonna dans les années 75, donc ça ne nous rajeunit pas, et une chimiothérapie finalement qui était le standard, pendant très longtemps qui était le standard. Et puis le BICOP qui a été développé par nos collègues allemands, qui a un schéma qui est beaucoup plus intensif, qui a une toxicité hématologique beaucoup plus importante, et d'autres inconvénients qu'on va voir à l'instant. Et donc, quand on regarde la majorité des études, vous voyez que le BICOP permet, par rapport à la DVD, une amélioration de la survie sans progression, donc une diminution des événements de rechute. Par contre, on n'a jamais pu démontrer que le BICOP améliorait la survie globale parce que les patients qui étaient en échec de la DVD étaient rattrapés. Et donc, on se retrouvait au final avec une survie globale similaire, quel que soit le schéma de traitement initial. Donc, d'un point de vue toxicité, vous voyez que la différence entre la BVD, donc d'abord les résultats, donc vous voyez les études sont à peu près homogènes, on est entre 70 et 75% de PFS à 5 ans. La toxicité, elle vient essentiellement de la béomycine, avec une toxicité pulmonaire, et donc c'est le principal inconvénient de la BVD. Pour le BICOP escaladé, indépendamment de la toxicité immédiate hématologique qui est bien plus importante, facteur de croissance absolument requis pour pouvoir faire du BICOP, eh bien, on a aussi des complications tardives, une infertilité, donc ça c'est gênant pour les patients jeunes. Globalement, chez les populations jeunes habituelles de patients, la médiane d'âge c'est 33 ans à peu près, donc vous voyez que là-dedans on a énormément de femmes jeunes, et quand on fait plus de BICOP escaladé, ben, vous voyez que on a un niveau d'infertilité qui est extrêmement important, quel que soit l'âge à laquelle la patiente a été traitée. C'est-à-dire que dès que vous avez 25 ans, vous avez 35%, dès que vous avez plus de 2 cycles de BICOP, vous avez 35% de risque d'être aménorrhéique définitivement. Et dès qu'on monte à 35 ans, on est plutôt dans les 80%. Donc ça pose problème. Deuxième problème, c'est les leucémies secondaires. Et donc il y a un excès de leucémies secondaires tardives, pas de tumeur secondaire, mais de leucémies secondaires. Donc c'est évident qu'on aimerait pouvoir obtenir un contrôle de la maladie aussi bien qu'avec le BICOP escaladé en essayant de réduire ses complications et ses complications tardives. Donc 2 approches qui limitent l'exposition au BICOP. Une qui réserve le BICOP aux mauvais répondeurs, mais on escalade les patients qui sont peut-être de plus après de la BVD. On commence par 2 cycles de BVD, puis après on voit ce qui se passe et on décide d'escalader ou pas.
Les inconvénients, c'est que la dose intensité pour les maladies qui sont les plus résistantes est probablement inférieure, avec une potentielle sélection de clones, même si c'est toujours théorique. Un autre élément, c'est que la valeur prédictive positive et négative de la TEP n'est pas la même, et donc la valeur prédictive positive, vous avez vu qu'elle est inférieure, et donc on a plus de chances de se tromper pour escalader les patients qui sont TEP2 positifs. On a une chance sur deux, je vais vous montrer tout à l'heure. L'avantage, c'est la tolérance de la BVD. Pour désescalader par contre les patients TEP2 négatifs après BICOP, et donc ça c'est la deuxième alternative, c'est-à-dire qu'on commence avec du BICOP escaladé, on va essayer de désescalader les patients qui sont TEP2 négatifs. Donc là, l'inconvénient, eh bien, c'est que, et quand on a commencé les études, on ne savait pas bien quel était le pourcentage de patients qui étaient TEP2 négatifs avec du BICOP, donc ça c'était la première chose. Toutes les études avaient d'abord été publiées avec de la BVD. Et la deuxième chose, et qui est un avantage cette fois, c'est que la valeur prédictive négative est meilleure, et donc quand on désescalade un patient qui est négatif à 2 cycles, on a assez peu de chances de se tromper, on a peut-être entre 10 et 15% au maximum de se tromper, de risque de se tromper. Alors la première option, c'est on commence par de la BVD et ensuite on va essayer d'escalader les patients. Donc ça c'est un essai anglais, Rattle, qui a été publié il y a 2 ans par Peter Johnson. Donc on commence par 2 cycles d'ABVD. Les patients qui sont TEP2 négatifs, eh bien, ils étaient randomisés entre la BVD, 4 cycles, et puis l'AVD, c'est-à-dire qu'on supprimait la bleomycine pour essayer de limiter la toxicité. Donc ça c'était un des premiers endpoints de l'essai. Et puis les patients positifs, eh bien, on les escalade avec 2 schémas, soit du BICOP 14, standard, mais réalisé tous les 14 jours, 6 cycles, soit du BICOP escaladé, 4 cycles. Alors, pour les patients TEP négatifs, eh bien, un élément intéressant, c'est que le fait de supprimer la bleomycine ne change rien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en réponse après 2 cycles de BVD, on peut supprimer la bleomycine. Vous voyez qu'en termes de survie sans progression et de survie globale, il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est une information intéressante, et c'est probablement d'ailleurs pourquoi le papier a été pris dans le New England. Deuxième aspect, c'est pour les patients qui ont été escaladés parce qu'ils avaient une TEP positive à 2 cycles. Eh bien, vous voyez que on n'a pas de bras de comparaison. La seule chose qu'on peut dire, c'est que par rapport aux patients qui sont TEP2 positifs et des contrôles historiques, on a gagné probablement un petit peu, et la PFS à 3 ans est de l'ordre de 67%, alors qu'elle était plutôt de l'ordre de 50%, 55% quand on ne modifie pas le traitement. La survie globale, vous voyez, reste acceptable, mais chez ces 16% de patients positifs, on a manifestement un pronostic qui reste, malgré l'escalade, inférieur aux patients qui sont TEP2 négatifs. Donc, même avec l'escalade, ça reste, la TEP à 2 cycles reste un facteur pronostic dans cette série. Des résultats qui sont totalement similaires, une étude italienne qui a fait exactement le même type de stratégie. On escalade les 2 TEP2 positifs et on reste avec de la BVD chez les patients négatifs. Vous voyez que les TEP2 positifs, ils ont une PFS assez similaire à celle du groupe anglais, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 66-62%. Et donc, globalement, on a quand même 40% d'échecs dans ce groupe-là, malgré l'escalade thérapeutique. Une autre étude américaine qui montre exactement des chiffres superposables. Donc vous voyez, c'est très très homogène et reproductible interétude, et donc 64% de PFS à 2 ans. Alors nous, on a choisi une stratégie qui était inverse, c'est-à-dire qu'on a considéré que sur une maladie avancée où on avait à peu près 30% d'échecs avec de la VVD minimum, on a essayé de commencer par un traitement qui était plus agressif, plus intense, et d'essayer de désescalader les patients négatifs à 2 cycles. Donc, cette étude AHL 2011 qui a inclus 820 malades en 3 ans, donc on randomisait une stratégie de traitement qui était un traitement standard, 6 BICOP escaladés avec des TEP à 2 cycles et à 4 cycles non décisionnels pour la TEP à 2 cycles. Les patients à 4 cycles, on considérait que quand on a 4 cycles de BICOP et qu'on a une TEP positive, ça ne peut pas aller. Et globalement, c'est un échec du traitement d'induction, et donc les patients étaient proposés pour un traitement de rattrapage. Même chose pour le groupe du bras expérimental. Et dans le bras expérimental, on a développé une stratégie qui est une stratégie de désescalade. Et donc les patients négatifs ont reçu 4 cycles d'ABVD, avec toujours le parachute de la TEP 4, hein, c'est-à-dire que si on avait eu beaucoup d'échecs après, on aurait sorti les patients pour les rattraper. Et puis, on a considéré que les patients qui étaient positifs à 2 cycles, il fallait maintenir la dose intensité et on continuait le BICOP.
Et à l'époque, on n'avait pas tellement envie de faire plus, en sachant qu'on ne savait pas où on allait en faisant plus. Maintenant, on a des données supplémentaires. Donc l'étude a été présentée, donc ça c'est les résultats de l'analyse intérimaire, et donc vous voyez qu'avec un suivi médian de 16 mois, eh bien on a montré que la désescalade était possible et qu'on avait une PFS qui était similaire. Ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on a désescaladé dans le bras expérimental 84% des patients. Donc c'est une façon finalement de sous-exposer les patients au BICOP escaladé et finalement de limiter le risque de toxicité d'une part immédiate et aussi de toxicité tardive. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces résultats ont été confirmés sur l'analyse finale, donc je ne vous montre pas les résultats parce qu'ils vont être théoriquement présentés à l'ASCO, donc pour l'instant ça reste sous embargo, mais les résultats sont tout à fait similaires, avec 50 mois de recul, on n'a pas de différence entre les deux bras. Donc ça reste une stratégie très intéressante. Alors ce qui était nouveau aussi dans cette étude, c'est qu'on a implémenté systématiquement une TEP à 4 cycles. Et donc la TEP à 4 cycles, finalement, il n'y a aucune donnée dans la littérature, dans le Hodgkin. Et donc vous voyez que cette TEP à 4 cycles, elle a une valeur. Et quand on regarde la stratégie complète, et TEP 2, TEP 4, vous voyez que les patients qui sont double négatifs et qui représentent 86% des patients, ils ont une PFS à 2 ans à 95%, donc autant dire qu'ils sont quasiment tous guéris. Il y a un groupe intermédiaire qui sont les TEP 2 positifs, TEP 4 négatifs, donc les répondeurs lents, qui gardent un pronostic plus défavorable. Et puis il y a un groupe dont le pronostic est mauvais, c'est les patients qui sont TEP 4 positifs, et ceci quel que soit le résultat de la TEP à 2 cycles. Donc on a une stratification des patients, et finalement on n'a pas d'autre moyen de stratifier les patients dans ce type de maladie. Et quand on regarde la biologie et tout ce qu'on peut éventuellement essayer d'implémenter, on n'a pas de capacité de stratifier les patients de manière aussi différente et d'identifier des groupes avec un pronostic aussi différent que la TEP et la TEP intérimaire. En analyse multivariée, ça écrase tout, hein, globalement, les symptômes B, le score pronostic international, et donc ce type de stratégie est manifestement pertinente pour stratifier les patients, et il est évident qu'on a besoin de travailler sur ce groupe de patients avec une PFS à 47% à 2 ans. Alors, il y aura d'autres développements, mais peut-être qu'Anne Séverine en parlera, je ne sais pas, sur les volumes. Voilà. Les Allemands ont fait exactement la même stratégie, c'est-à-dire que c'est eux qui ont mis au point le régime BICOP escaladé. Hein, donc, ils ont développé une stratégie où en fait ils arrêtaient dans le bras expérimental chez les patients qui étaient TEP 2 négatifs, ils randomisaient entre la poursuite du BICOP, 4 ou 6 cycles, et le BICOP 2 cures supplémentaires, donc 4 cycles de BICOP. Alors nous, ça nous paraît moins intéressant parce que justement, avec la fertilité et le risque de leucémie secondaire, c'est 2 BICOP de plus et c'est probablement ce qui fera la différence avec notre étude. Et ça, pour l'instant, on n'a encore pas assez de recul pour savoir vraiment qui va gagner le challenge. Quoi qu'il en soit, ils ont fait une erreur majeure dans leur étude, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé comme critère les critères de Deauville, mais en considérant que les patients qui étaient positifs étaient des patients qui avaient un score 3, 4 et 5. Et donc finalement, ils se sont retrouvés avec à peu près la moitié de la population qui était négative et la moitié de la population qui était positive. Et donc au final, quand ils regardaient les résultats des TEP 2+, et TEP 2 négatifs, eh bien, il n'y avait pas de différence de pronostic. D'accord ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les critères sont aussi importants, maladie par maladie et indication par indication dans une maladie. Hein, et que, en l'occurrence, nous, dans HL 2011, on a utilisé 1, 2, 3 versus 4, 5, avec un petit raffinement qui est en fait, on utilise un niveau de SUV du foie pour dire score 4. Il faut plus de 140% de la SUV du foie, de la masse résiduelle, pour dire c'est un score 4, et plus de 200% de la SUV du foie pour dire score 5. Et donc, à ce prix-là, ça augmente la reproductibilité, ça diminue, et notamment quand on fait une étude multicentrique, les risques de se tromper et d'avoir une évaluation purement visuelle, même si on sait bien qu'elle n'est jamais purement visuelle. Hein. Forcément, tout le monde va aller regarder à combien va avec le foie, à combien avec le médiastin et à combien avec la lésion résiduelle. Mais donc, c'est un moyen finalement d'obtenir une reproductibilité. Donc finalement, ils ont quand même des résultats intéressants puisque dans ce groupe de patients, finalement, les patients qui ont fait BICOP escaladé, même si
vraisemblablement, ils pourraient désescalader plus de patients, mais avec les critères qu'ils ont utilisés, les patients qui sont type 2 négatifs, avec 4 bicopes escaladés, font aussi bien qu'avec 6 ou 8. Donc globalement, dans cette stratégie aussi, on obtient des résultats. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, simplement pour vous montrer que les patients qui sont type 2 positifs, vous voyez que nous, dans notre série, le niveau de PFS est supérieur au PFS observé après 2 ABVD, escalade vers du pick-up escaladé pour les têtes de plus. D'accord ? Donc on a manifestement un gain, c'est-à-dire qu'en commençant par du pick-up, peut-être qu'on obtient un meilleur contrôle des patients qui sont les plus résistants. Alors on va passer au lymphome diffus à grande cellule B. Vous allez voir que ça ressemble, dans le type de stratégie qu'on a utilisé, c'est finalement assez proche. Donc simplement pour cette slide, pour vous montrer que on est capable aussi, dans le diffus à grande cellule, de différencier le pronostic des patients en fonction de la réponse à 2 cycles. Là, c'est le score de Deauville, donc supérieur ou égal à 4 ou inférieur à 4, et donc il y a une stratification. Et puis, également, quand on utilise une réduction de SUV max, en sachant qu'on prend la lésion la plus hypermétabolique de baseline et la lésion la plus hypermétabolique de second cycle, d'accord, c'est pas, on juge une maladie, on juge pas une lésion, hein, c'est pas, voilà. Donc ça c'est les premiers papiers sur le delta SUV dans le lymphome, c'est l'équipe de Créteil, hein, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, vous voyez que l'intérêt du delta SUV chez pour les malades disséminés, c'est qu'on a une meilleure reproductibilité interobservateur et qu'on a une différenciation un peu supérieure par rapport au Deauville. Alors, cette étude qui a été publiée l'année dernière était une des premières études prospectives dans le lymphome diffus à grande cellule, tête guidée. Et donc, c'est une étude qui était une phase de randomisée chez les patients jeunes qui avaient un IP ajusté à l'âge à 2-3, donc des patients qui ont un facteur de risque défavorable. Et donc, on randomisait une chimiothérapie intensive, la CVVP, versus du choc 14, qui est un petit peu moins intensif. Et donc, l'idée, c'était de réaliser une TEP à 2 baseline, bien sûr, à 2-4 cycles, et puis de consolider de manière différenciée les patients en fonction de la réponse intérimaire. Les patients qui étaient double négatif 4-, 2-, eh bien, recevaient une immunochimiothérapie en fonction du bras de randomisation. Voilà. Les patients qui étaient répondeurs lents, c'est-à-dire TEP 2+, TEP 4-, recevaient une intensification avec autogreffe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a lancé cette étude, tous les patients avec ces facteurs de risque étaient tous autogreffés. Et donc l'idée au départ, c'était d'essayer d'avoir un système raisonné qui nous permette de désescalader le traitement. Et donc, les patients qui étaient TEP 4 positifs étaient éligibles pour un traitement de rattrapage éventuellement après biopsie. Donc dans cette étude, on a utilisé des critères qui étaient les critères, comme dans les CH10 dans le Hodgkin, qui étaient les critères disponibles à l'époque, c'est les critères de Jouaid, avec les mêmes problèmes que dans le Hodgkin, c'est-à-dire que globalement ils étaient inadaptés. Et donc on s'est retrouvé avec à peu près 50% de TEP 4 positifs, donc de patients qui sortaient de l'étude. Malgré tout, avec ces critères, donc qui étaient très stringents, puisque l'organe de référence était le médiastin, donc niveau de SUV plutôt bas, on voit qu'on a pu éviter, avec un pronostic similaire, à peu près pour 25% des patients, une intensification. Alors dans cette même étude, donc, on a regardé finalement, et ça c'est aussi une chose importante, c'est que quand on fait des stratégies telles guidées, on avait une étude précédente qui montrait que la CVP était mieux que le R-CHOP, et donc là on s'est aperçu que finalement ça faisait la même chose en termes de progression, de survie sans progression. Et en fait, on s'est aperçu que dans le RACVP, eh bien effectivement, on n'avait que 39% des patients qui allaient au rattrapage et qu'on en avait 53% dans le R-CHOP. C'est-à-dire que ça permettait d'égaliser la PFS, mais avec des consolidations qui étaient nettement différentes. D'accord ? Avec la CVP, on commence fort, et puis on a plus souvent une immunochimiothérapie. Avec le R-CHOP, on commence moins fort, et après, on escalade plus souvent les patients, mais globalement, les patients, ils ont un pronostic global similaire. Autre chose que nous a appris cette étude, c'est que dans cette même étude, on a regardé de manière rétrospective si on avait utilisé le delta SUV à la place des critères de Jouaid. Alors bien sûr, les patients n'étaient pas bien stratifiés, mais quoi qu'il en soit, on était capable de voir que les patients qui étaient double négatifs
qui représentaient 80% de la population, ils avaient une PFS à 4 ans qui était excellente, à 86% pour des maladies favorables, et une survie à 91%. Là aussi, les répondeurs lents avaient une PFS inférieure, une OS aussi inférieure, et vous voyez que les patients qui étaient TEP4 positifs sur la base du delta SUV, donc à 66% le seuil à 2 cycles, à 70% le seuil à 4 cycles, et bien la PFS à 4 ans, 35%, la survie globale, 57%. Alors une fois qu'on avait dit ça, c'était bien, mais il était évident qu'il fallait qu'on valide ça de manière prospective pour que ça ait une valeur, parce que les patients n'étaient pas stratifiés sur les bons critères pour la consolidation. Et donc, on a mené une étude, vous voyez, dont le schéma est tout à fait similaire à la précédente. La différence qu'on a un peu modifié les challengers, c'est-à-dire que d'un côté, on avait de la chimiothérapie avec du rituximab, qui était l'anticorps de référence, et on pouvait choisir soit de la CVP, soit du CHOP14. Et puis, de l'autre côté, on testait un nouvel anticorps, le GA101, qui était à l'époque prometteur, en tout cas on le croyait. La même type de stratégie, donc TEP baseline à 2 et à 4 cycles. Et ensuite, de la même façon, la consolidation est décidée en fonction de la réponse. Les répondeurs précoces recevaient une immunochimiothérapie qui dépendait du choix de la chimiothérapie et de l'anticorps de randomisation. Les patients qui étaient répondeurs lents étaient autogreffés. Et puis, les patients qui étaient en mauvaise réponse à 4 cycles, eh bien, allaient vers un traitement de rattrapage. Alors, ça simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'a été la consolidation en fonction des résultats de la TEP. Les doubles négatifs, donc, qui représentent 69% des patients, ils ont tous reçu de la chimiothérapie, c'était le traitement qui était alloué, donc les investigateurs ont joué le jeu. Les patients qui étaient répondeurs lents, qui devaient être autogreffés, ils ont été majoritairement autogreffés. Il y a un certain nombre de patients qui ne l'ont pas été parce qu'ils n'étaient pas en condition pour être autogreffés, ou on n'avait pas de greffon, donc évidemment ça c'est problématique. Et puis, donc ça c'est 15% des patients, et puis des 16% de patients qui étaient considérés comme des échecs du traitement d'induction et qui ont eu en majorité un rattrapage. Donc voilà les résultats, et donc qui ont été présentés à l'ASH, donc au Congrès américain d'hémato l'année dernière, au mois de décembre. Et donc vous voyez que on stratifie les patients de manière un peu différente de l'étude précédente, parce que les patients ils ont été bien stratifiés sur les critères qui ont été utilisés de TEP pour la consolidation. Les patients qui sont double négatifs, qui ont reçu une chimiothérapie, ils sont là. Donc vous voyez qu'ils ont un pronostic qui est très bon. Hein. La PFS à 2 ans, c'est 90%. Donc ça va être très difficile d'augmenter les résultats à l'avenir chez ce groupe de patients-là. Les patients qui ont été répondeurs lents, donc TEP de plus, TEP 4 mois, eh bien vous voyez qu'ils n'ont pas de différence parce qu'ils ont été autogreffés. Donc ça signifie que l'intensification de ce groupe de patients, et donc je vous rappelle, c'est à peu près 15% des patients, donc on a besoin d'intensifier manifestement que 15% des patients, et la TEP nous permet d'identifier la TEP intérimaire, en sachant que c'est 2 et 4 cycles. Et ce n'est pas une TEP toute seule, voilà. Donc ça reste aussi un message. Enfin, les patients qui ont été rattrapés, eh bien, malgré le rattrapage, vous voyez que la PFS elle est inférieure significativement, et donc on est à une PFS à 2 ans à 61%. En termes de survie globale, eh bien, il n'y a pas de différence entre les deux premiers groupes, et puis les patients qui sont TEP 4+, là, vous voyez qu'ils ont une survie significativement différente, même si elle reste encore acceptable, 83%, mais on est à plus de 90% chez les patients qui sont soit répondeurs précoces, soit répondeurs lents. Alors il y a d'autres études qui ont utilisé le delta SUV pour stratifier les patients. Ils ont eu moins de chance que nous, en tout cas ils ont été moins visionnaires. Ils ont utilisé effectivement le delta SUV, ça c'est une étude allemande qui a été présentée à l'ASH par Dursen, pour l'instant pas publiée à ma connaissance. Et donc ils ont randomisé les patients qui étaient mauvais répondeurs entre la poursuite du R-CHOP, après de R-CHOP 14, et un traitement qui était supposé être plus intensif, qui est un traitement en fait de leucémie aiguë. Et donc, les résultats, je vais vous les montrer. Pour les patients qui étaient négatifs, eh bien, ils rajoutaient 2 injections d'anticorps en plus, et ces 2 injections d'anticorps ne modifient pas le devenir des patients. Donc voilà les résultats de la TEP A négative, donc les patients TEP négatif, TEP de plus, et vous voyez qu'on a une différence significative, tout simplement parce qu'en fait le traitement qui a été randomisé par rapport au R-CHOP ne modifie pas le devenir de ces patients, il reste
aussi mauvais qu'avec le AirShot. Et donc, ce type comment dire, d'intensification, type le traitement de leucémie aiguë ou traitement Burkitt-like, ne permet pas de réverser le caractère péjoratif de la TEP à 2 cycles. Une autre étude, qui est une étude australienne, qui a été publiée aussi de manière assez récente, qui montre que les patients, quand on les intensifie après une TEP 4 positif et un rattrapage, eh bien, ils ont un pronostic qui est plutôt pas trop défavorable. Donc ça reproduit un tout petit peu nos résultats, en sachant que c'est une phase 2, qui avait assez peu de patients, et donc les résultats sont un peu moins convaincants. Eux, ils n'ont pas utilisé le delta SUV, mais c'était des critères de Deauville. On a actuellement en cours toujours une étude, et donc pour montrer quand même l'hétérogénéité aussi des critères qu'il faut utiliser, qui va s'adresser aux lymphomes diffus à grandes cellules qui n'ont pas de facteur de risque. En fait, donc c'est des maladies localisées, avec des LDH normales, un bon performance status, et donc ces patients-là, ils ont un pronostic favorable, et donc cette étude qui a enrôlé des patients de 18 à 80 ans, on a terminé l'enrôlement, et donc 650 patients ont été inclus, et vous voyez qu'on a essayé dans chez ce type de patient d'essayer de limiter le nombre de cycles dans le bras expérimental à 4 cycles, à partir du moment où les patients étaient TEP 2 négatifs, et on vérifiait bien sûr que la TEP 4 était aussi négative. Et un bras standard avec 6 cycles de AirShot. Pour l'instant, on n'a pas les résultats. Ce qu'il faut vous dire, c'est que dans cette étude, c'était des maladies avec des volumes peu importants, avec un certain nombre de patients qui avaient des maladies resséquées, donc une TEP qui était à la basaline, qui était normale. Hein. Donc le but, c'est de montrer la stratégie totale, c'est pas seulement de se fixer là-dessus. Et donc, étant donné qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient des TEP de baseline qui étaient négatives, sans signal, eh bien, on ne pouvait de toute façon pas utiliser le delta SUV. Et donc, dans ces malades très favorables, il faut utiliser les critères de Deauville. D'accord ? Alors, simplement pour vous donner des perspectives, c'est que la TEP intérimaire, vous avez vu qu'on a un certain nombre d'essais TEP guidés, et donc, finalement, ça va se translater dans la routine, parce que en fait, ça fonctionne bien. La reproductibilité intéressante, elle est plutôt bonne, hein, et même assez excellente. Avec le delta SUV, ça va quand même assez bien. L'autre chose, c'est si on se trompe de lésion, ça, d'accord, mais en dehors de ça. Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments biologiques, et l'ADN tumoral plasmatique. Donc ça, c'est nos collègues de Stanford avec qui on a une collaboration. Et donc, ils ont montré que finalement, quand on est à la baseline et qu'on regarde la quantité d'ADN tumoral qui circule, eh bien, on a une évaluation finalement de la masse de la maladie. Je ne sais pas si Yann Ségolène partira de volume tout à l'heure avec ça, mais peut-être. Ce qui est intéressant, c'est le seul résultat que je vais vous montrer simplement, c'est que ça challenge en fait la TEP intérimaire. C'est-à-dire que quand on regarde la diminution et la charge tumorale en termes d'ADN circulant, eh bien, vous voyez que les patients qui ont une régression, une diminution de log, eh bien, ils vont nettement mieux que ceux qui ont une diminution de moins de log. Et donc, ça va être challengé ou peut-être être complémentaire, et peut-être être complémentaire puisqu'on a à peu près 69% des patients qui ont un signal concordant entre la TEP et l'ADN tumoral, mais donc il en reste un peu plus de 30% pour lequel l'un va peut-être améliorer finalement la valeur prédictive positive ou négative de l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'on va être amené à développer, et ça va un peu challenger la TEP intérimaire, et en tout cas, on espère encore améliorer les résultats pour être encore plus prédictifs. Donc ils ont même développé un algorithme, je vous passe les détails, mais globalement, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un risque instantané en fonction de la caractérisation de la tumeur, la diminution de l'ADN tumoral circulant à 2 cycles, à 3 cycles, à TEP à 4 cycles, et donc vous voyez que ce patient-là, malheureusement, il a chuté. Celui-là, eh bien, on avait déjà un très bon signal initial, et il va finir par guérir. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un système peut-être multi-étapes dans le temps, et je veux dire multitechnique, TEP, et la biologie sur l'ADN tumoral, et peut-être d'essayer encore d'améliorer notre performance pour stratifier les patients et pour améliorer la prise en charge thérapeutique. Donc pour terminer,
moi je considère qu'aujourd'hui, la TEP intérimaire à 2 et à 4 cycles, ça doit faire partie de la prise en charge des lymphomes, diffus à grande cellule Hodgkin. Alors je ne parle pas des autres, parce que les autres c'est encore tout un monde. Et puis, donc ça, on a publié deux, trois choses, notamment avec Steven Le Gouil de Nantes, là, cet été, là. Et puis, donc ça, si vous pouvez vous reporter à ces articles où on discute de tout ça. Et puis, donc, les stratégies TEP guidées, il faut des critères de positivité adaptés. Hein. Donc vous avez vu, c'est à la fois, ça dépend à la fois de la maladie, du type dans la maladie du groupe pronostic initial. Les maladies avancées, les maladies localisées, dans le diffus à grande cellule, c'est pas tout à fait pareil. Dans le Hodgkin, c'est à peu près pareil. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une hétérogénéité et qu'il faut quand même se tenir un peu au courant pour pouvoir interpréter les résultats et donner aux cliniciens ce qu'il attend des résultats de la TEP intérimaire. Ça nécessite une juste interprétation des TEP et une bonne coopération entre du nucléariste et du hématologue. Ça, je pense que c'est meilleur. Nous, ce qui fait notre force, disons, c'est qu'on passe notre temps au téléphone, ensemble. Je pense qu'il y a d'autres centres pour lesquels c'est pareil. Et puis, on peut optimiser le rapport efficacité-tolérance du traitement. Et on peut certainement imaginer qu'on aura d'autres techniques, le ctDNA et peut-être d'autres, qui permettront encore d'améliorer notre prédictivité et donc pour encore améliorer la prise en charge des patients qui sont, que ce soit le Hodgkin ou le diffus à grande cellule, des maladies curables. Voilà, alors bien sûr, tous ces résultats, c'est pas moi qui les ai pondus tout seul, hein. Et donc vous voyez qu'il y a des tas de gens qui sont impliqués dans l'ISA Image, les interprétations centralisées, et puis donc c'est un énorme travail, et puis tous mes collègues des différentes études que je vous ai montrées, bon, le LISARC aussi qui est le bras armé opérationnel du groupe français des lymphomes, et nos collègues de Stanford. Voilà.